Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Parmi les grandes quêtes de la physique moderne, il y a celle d'une théorie de tout. Un unique formalisme capable de décrire les 4 interactions fondamentales. La gravité qui est actuellement décrite par la relativité générale, l'électromagnétisme, ainsi que les interactions nucléaires faibles et fortes qui sont décrites par la mécanique quantique. Avec une telle théorie, il serait possible de comprendre les tout premiers instants de l'univers, ou de plonger dans ce qui se passe au centre d'un trou noir. La théorie des cordes est une tentative d'établir une telle unification. Elle propose de remplacer les particules élémentaires par des cordes unidimensionnelles dont l'état vibratoire dicterait les propriétés. La gravité serait décrite grâce à un état de vibration des cordes qui donnerait naissance au graviton. Il existe en fait une multitude de variations de la théorie des cordes, toutes plus difficiles à prouver les unes que les autres. Il est en effet souvent impossible d'imaginer une expérience capable d'appuyer ou de discréditer leurs prédictions. À l'aide des données de l'observatoire Chandra, une équipe vient cependant de mettre au point une méthode permettant de tester certaines prédictions de certains modèles de théorie des cordes. Ce test concerne une particule hypothétique prévue par la théorie, dénommée action. Jamais détectée jusqu'à présent, les actions sont censées avoir une masse très faible, voire nulle. Sous certaines conditions, lorsqu'ils traversent un champ magnétique, ils devraient spontanément se convertir en photons. Et c'est ce phénomène que les chercheurs ont essayé de mettre en évidence grâce à Chandra. Pour ça, ils ont paradoxalement pointé l'observatoire vers une des grandes structures de l'univers visible, l'amas de Persée. Il s'agit d'un amas de galaxies très brillant dans le domaine des rayons X, et qui dispose en plus de vastes champs magnétiques, s'étalant sur de grandes distances. Autrement dit, il devrait être possible d'y détecter la trace de conversion action-photon. Mais l'équipe à l'origine de cette idée n'a pas pu mettre un tel phénomène en évidence. Rien dans le spectre révélé par Chandra ne permet de déduire l'existence des actions. Ce qui ne veut pas dire que ceci n'existe pas. L'expérience n'était en effet sensible que pour des actions d'une masse très faible, inférieure à 1/1000 de milliardième de la masse d'un électron. À partir de là, on peut suivre plusieurs pistes. On peut soit se dire que les actions n'existent pas, soit que leurs conversions en photons ne sont pas si courantes que ça, soit que leur masse est au final relativement élevée. Ce résultat permet de faire le tri entre différents modèles de théorie des cordes. Celles qui font appel à un action très léger auront beaucoup plus de mal à se réconcilier avec l'amas de Persée. On reste tout de même très loin d'une expérience conclusive sur la théorie des cordes. À voir si d'autres phénomènes de l'univers nous offriront des opportunités de chasser les actions et autres gravitons. On va continuer ce tour des actualités spatiales avec des nouvelles de quelques missions en cours ou à venir. Sur Mars, il semblerait qu'on ait enfin une bonne nouvelle pour l'instrument HP3 de l'atterrisseur InSight. Cette expérience est conçue pour analyser la manière dont la chaleur se propage dans la croûte martienne. Pour y parvenir, elle doit dérouler une bande de capteurs thermiques jusqu'à 5 mètres de profondeur. Seulement, l'outil de forage utilisé pour creuser est bloqué à quelques dizaines de centimètres sous la surface. Une situation qui dure depuis 1 an. Les agences spatiales américaines et allemandes ont presque tout essayé pour remédier au problème, mais sans succès. À bout d'options, les 2 agences ont décidé de prendre des risques pour une nouvelle tentative de sauvetage. Elles ont mobilisé le bras robotisé de l'atterrisseur pour appuyer directement sur la tête de forage, au risque d'endommager le ruban de capteurs thermiques essentiel à l'expérience. Et a priori, c'est un pari réussi. Dans un tweet publié le 13 mars, le compte officiel de la mission a publié cette vidéo. On y voit l'instrument de forage s'enfoncer de quelques centimètres sous la pression du bras. Un premier résultat encourageant. Difficile de dire si cela va être suffisant pour que HP3 parvienne à continuer seul à faire son trou. Le bras ne peut aider que jusqu'à ce qu'il atteigne lui-même la surface.
Après quoi, le mécanisme de marteau-piqueur de l'expérience doit se suffire à lui-même. La NASA et le DLR continuent donc d'évaluer patiemment la situation. Ils pourront probablement continuer à pousser HP3 à l'aide du bras. Une fois l'instrument enterré, il pourrait être recouvert de terre pour augmenter la friction, et donc le fonctionnement de son mécanisme de forage. Si la foreuse bloque malgré la poussée du bras, c'est probablement qu'elle bute sur un caillou, ce qui signerait sans doute un obstacle insurmontable. Sur Terre, l'agence spatiale américaine se sent enfin prête à renouer avec le vol habité. Le 18 mars, la NASA a en effet annoncé une date pour le premier vol de Crew Dragon avec des astronautes à bord. C'est donc la seconde moitié du mois de mai qui est visée, en ligne avec les prévisions que des cadres de SpaceX avaient laissé entendre. La mission, dénommée Demo 2, emportera 2 astronautes. Leur vaisseau ira s'amarrer à la Station spatiale internationale pour quelques jours, avant de retourner sur Terre. En cas de succès, le vaisseau Crew Dragon sera qualifié de pleinement opérationnel et pourra commencer une desserte régulière de l'ISS. Pour l'autre participant du programme CCDEV, le vaisseau CST-100 Starliner de Boeing, les nouvelles sont moins bonnes. Après un vol d'essai à vide qui a frôlé la catastrophe, la NASA et Boeing ont mené une enquête en profondeur. Ce qui a débouché sur des recommandations qui ont été communiquées le 6 mars. Boeing va devoir implémenter 61 mesures correctives avant de pouvoir faire revoler son vaisseau. Elles visent à corriger 3 problèmes qui ont été révélés lors du vol d'essai. Premièrement, la mauvaise synchronisation de l'horloge interne du CST-100 qui s'est calée sur celle du lanceur avant le démarrage du décompte final. Une erreur de programmation donc. Deuxièmement, la manœuvre de largage du module de service qui aurait pu endommager la capsule de retour si l'agence spatiale américaine ne s'était pas rendu compte d'un dysfonctionnement quelques heures avant la rentrée atmosphérique. Et troisièmement, la qualité des communications avec les équipes de contrôle de la mission. Elle a laissé à désirer lors du vol d'essai, ce qui a rendu encore plus difficile le contrôle du vaisseau. Lors d'un vol habité, cela pourrait signifier l'impossibilité de joindre l'équipage dans un moment critique. L'agence spatiale américaine souhaite par ailleurs continuer son évaluation de la culture d'entreprise de Boeing, qu'elle soupçonne d'être responsable de ces dysfonctionnements. On n'est donc pas près d'avoir la prochaine date de lancement pour le CST-100. C'est donc SpaceX qui devra assurer le show pour le premier semestre 2020, côté vol habité américain, et probablement même pour toute l'année. Pour plus d'informations, vous pouvez écouter notre podcast dédié à ce sujet en suivant les liens dans la description. Pour finir, faisons un petit tour du côté de l'industrie privée du spatial. Malgré les mesures de confinement prises un peu partout autour du monde, les activités ne sont pas à l'arrêt. Virgin Orbit par exemple a reçu une dérogation de la part de l'État de Californie, ce qui permet à l'entreprise de continuer à préparer son premier lancement dans de bonnes conditions. Virgin s'attend tout de même à un impact sur la date de son premier tir qui devait avoir lieu début avril. De nombreux employés sont passés en télétravail et il faut donc revoir toute l'organisation. On peut donc s'attendre à au moins quelques semaines de retard, avant de voir pour la première fois la fusée Launcher One être mise à feu après avoir été larguée par un 747. Du côté des méga constellations d'internet par satellite, les lancements continuent aussi. Le 18 mars, une Falcon 9 a mis sur orbite 60 satellites Starlink supplémentaires. 3 jours plus tard, une fusée Soyuz faisait de même avec 34 satellites OneWeb. Difficile de savoir si les deux entreprises vont pouvoir tenir leur objectif sur l'année, ou même simplement survivre. Malgré 3,4 milliards de dollars levés, OneWeb a des problèmes de trésorerie qui tombent au pire moment. Elle pourrait cependant être soutenue par un besoin sans précédent d'infrastructures Internet. La course à qui aura le premier service opérationnel est donc d'autant plus cruciale. Sur le front du conflit avec les astronomes, SpaceX annonce des progrès. Les satellites de la constellation Starlink ont généré des craintes suite au premier lancement.
Ils ont tendance à refléter la lumière du soleil, ce qui crée des points lumineux artificiels dans le ciel et pourrait gêner le travail des grands observatoires terrestres. Le 6 janvier, lors du lancement d'une série de 60 satellites Starlink, SpaceX a inclus un modèle expérimental baptisé DarkSat. L'entreprise vient de communiquer que l'effort serait payant. Le DarkSat réfléchirait ainsi beaucoup moins de lumière que les autres satellites. SpaceX continue par ailleurs d'explorer d'autres pistes pour réduire l'impact visuel de sa constellation. Les nouveaux satellites pourraient ainsi embarquer une sorte de pare-soleil, chargé d'isoler les reflets entre le satellite et le sol, tout en préservant bien entendu les télécommunications. Toujours chez SpaceX, le 5e prototype du Starship, baptisé SN3, est en cours d'assemblage à vitesse record. Il pourrait être prêt à passer des tests d'ici quelques semaines. Comme d'habitude avec le Starship, on a sauté des numéros de série. Après l'explosion accidentelle du SN1, le SN2 a été converti en bande test pour les réservoirs. Le 9 mars, Elon Musk a indiqué que le SN2 avait déjà démontré avec succès une technique permettant de pallier à la faiblesse structurelle ayant conduit à l'explosion du SN1. Le dirigeant de l'entreprise est donc confiant sur le fait que le SN3 a toutes les cartes en main pour mettre ses moteurs Raptor à feu. En cas de succès, le SN3 serait alors utilisé pour réaliser des vols courts, tandis que les vols plus longs seraient réservés au SN4. On espère donc que ce plan ambitieux peut se maintenir dans le contexte actuel. Et nous voici déjà arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. On répondra à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou pour écouter nos podcasts. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi à 18h pour un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, restez chez vous et portez-vous bien.